Allez, c'est l'heure du cours. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Clovis s'est fait péter son vase à Soissons par un connard. Tu n'auras rien si ce n'est par la justice du sort, fils de pute. Il va maintenant se venger, mais un an plus tard, donc pas très maintenant. En 487, alors que Clovis inspecte ses troupes au Champ de Mars, il reconnaît le soldat qui lui a brisé son vase. Oh. Le roi prétexte alors que les armes du soldat sont mal entretenues et jette la hache du chenapan à terre. Il y a une tâche. Ah bon, où ça? Pistache! Non, en vrai, il aurait dit... C'est ainsi que tu as fait à Soissons avec le vase, fils de pute. Phrase somme toute inutile, puisque l'homme est certainement mort sur le coup. À moins qu'il l'ait dit très vite. C'est ainsi que tu... Non, impossible. Impossible. Grâce à cette anecdote, Clovis est perçu comme un protecteur des biens de l'église. Aujourd'hui, il serait perçu comme un dangereux psychopathe. Ah, l'évolution des mentalités. Grâce à sa victoire sur Soissons, Clovis contrôle désormais toute la partie nord de la Gaule. Septentrion. Si Agrius, lui, se réfugie chez les Visigoths. Un peuple très accueillant, qui le livre gentiment à Clovis l'année suivante. Tout met plus ou moins un an à se faire à cette époque. Je vais pisser. Clovis fera ensuite égorger Syagrius. Chut, en secret. Après cette victoire, Clovis exécute Cararic, qui ne l'a pas assisté dans la bataille. Mais je t'ai dit que j'avais pissé une... Et Ragnacaire, qui l'a assisté dans la bataille. Mais j'avais pas... Ah non, j'ai pas d'argument là. Et fait aussi tuer les deux frères de ce dernier, Riquet et Renomère, souvent appelés Rignomère ou Ragnomère, voire Richomère. Bref, il portait bien son nom. Tu rigoles, petit inculte. Le but de ces exécutions est de s'emparer du royaume des autres afin d'éviter que le sien ne leur échoie un jour. Ah, moi j'aime pas les échois. Car selon la coutume de la tanistrie, les successeurs d'un roi devaient être choisis parmi des collatéraux, frères, cousins, neveux, plutôt que parmi des descendants directs. Et ça, Clovis veut pas. Lui, il veut que son royaume revienne à ses fils. Il pensait peut-être que des frères s'entretuaient moins que des cousins. Trop pas. Maintenant qu'il a conquis la partie nord... c'est bon. Clovis va très logiquement partir à la conquête du... Tu as 10 secondes pour répondre à cette question, Jamila. Nabila. Jabila. Nabila. C'est même pas un vrai prénom. Du... ouest. Sud. C'était Sud, la réponse. Il part à la conquête du Sud et remporte les villes de Senlis et Beauvais. Quelques coups de machette sont à prévoir sur le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Le royaume des Francs sud-rhénans s'étend sur la Belgique seconde. 2 fois donc. Cette alliance leur assure la possession des cités de Metz, Toul, Trèves et Verdun. Villes menacées par les Alamans. Encore ces salauds de Bosch. Non, c'est pas vraiment eux. En 491, Clovis continue de faire ce qu'il sait faire le mieux. Se mettre sur la gueule avec ses voisins. Il déclare donc la guerre aux Thuringiens. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi pas. Cependant, 2 hypothèses s'offrent à nous. Bah oui, hypothèse. Je vous rappelle que c'est Nabila qui a fait la bio de Clovis. Hypothèse 1. Clovis aurait attaqué les Thuringiens pour se venger de Cararic, auquel son royaume s'apparenterait peut-être. Alors le problème avec cette hypothèse, c'est qu'il faut juste faire abstraction du fait que Clovis a déjà tué Cararic. Pouf, un détail. Dans cette version des faits donc, Cararic n'aurait pas eu piscine, Elle était fermée, dis donc. mais aurait attendu de voir qui l'emportait sur le champ de bataille pour intervenir en faveur du vainqueur. C'est qui gagne là? Clovis n'aurait évidemment pas trop apprécié le coup de pute et l'aurait soumis. C'est qui ton petit papa? Puis les aurait tondus, lui et son fils, pour les faire entrer dans les ordres. C'est qui ton petit Jésus? Hypothèse 2. La mère de Clovis, Basine, C'est moi. étant thuringienne, on justifierait cette expédition guerrière par le fait que Clovis souhaitait récupérer le territoire dont sa mère était originaire. Mais on y croit moyen. Parce qu'en matière de politique, les femmes à l'époque étaient autant considérées qu'aujourd'hui. Pour preuve, la princesse... En quelque chose avant quelqu'un, oui, on en est là. Clovis se dit qu'il serait peut-être mieux de faire l'amour plutôt que la guerre. Il choisit alors de prendre une nouvelle épouse. Mais qu'est-il advenu de la princesse? Il épouse alors Clotilde. Bon cours. Bah non, ça marche pas. Ah bon? Clotilde est une princesse chrétienne de haut lignage. Et la fille du roi des Burgondes, Chilpéric II. Et de sa femme, Cathéter. Carétène. Pas Cathéter, c'est pareil. Leur peuple était établi dans les actuels Dauphiné et Savoie. Le mariage a lieu à Soissons en 492 ou 493. Tu oublies toujours la date. Bon non, Clotilde, je venais de leur coller. Oh, merde! Cette alliance concrétise le pacte de non-agression
avec tous les rois burgondes. Un mariage d'amour. Ce mariage permet aussi de hisser les Francs au rang de grande puissance. Cocorico! Dès lors, selon Grégoire de Tours et Nabila, Allô, Greg? Clotilde va tout faire pour convaincre son époux de se convertir au christianisme. Mais c'est vachement bien le christianisme. Déjà, le dimanche, c'est férié. C'est bien. Mais Clovis est réticent. Il doute de l'existence d'un dieu unique. Et on le comprend. Notamment depuis la mort en bas âge de leur premier enfant, Ingomer. Ingomer. Moi je trouve qu'au contraire, ça prouve l'existence de Dieu. Je t'appellerai Ingomer. Mais nous reviendrons à cette parenthèse religieuse plus avant. Ça veut dire plus après dans la vidéo. Bah oui, si c'était avant, tu l'aurais déjà vu. Petit inculte. En 495, Théodoric, roi d'Italie, Parmigiano. épouse Odoflède, l'une des sœurs de Clovis, tentant ainsi de contenir l'ambition territoriale croissante de Clovis. Vaffanculo. Encore un mariage d'amour. Ainsi, l'année suivante, il s'accorde avec son beau-frère à ce que celui-ci ne poursuive pas les Alamans au-delà du Danube. Déjà cul et chemise, hein, les fachos et les nazis. Non, toujours pas. C'est donc à la 15e année de son règne, en 496, 97... Dans sa 30e année, environ, qu'a lieu la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Donnez-moi mon fusil. Clovis vient pour porter secours aux Francs rhénans, dont le roi, Sigebert le boiteux de Cologne, a été blessé au genou. Mais il boitait déjà avant, du coup, ou... D'après Grégoire de Tours... Non mais allô? Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. L'armée des Francs se fait massacrer par celle des Alamans. Ça me rappelle quelque chose, ça. Clovis, désespéré, ne sachant plus à quel dieu païen se vouer, et son armée étant sur le point d'être vaincue. Désolé, nous n'avons que 19 chaises. Il prie le Christ et lui promet de se convertir. Mais que si c'est moi qui gagne? Chantage! Dieu finira-t-il par céder au chantage de Clovis? Dieu existe-t-il vraiment? Mais où est donc Ornicar? Vous le saurez dans le prochain épisode. Si tu penses que Dieu n'existe pas, mais que l'algorithme de YouTube, oui, alors abonne-toi, fous ton pouce, tape la cloche et oublie pas de partager. Petit inculte. Action. Ah, j'ai un peu dans la bouche. Septentrion. Oh merde. Oh, putain, il est fort. Oh non, Clotilde, je venais de là. Ça me fait rire de dire son nom. Anna. La pire chose qui puisse arriver à une tortue. Qu'est-ce que t'en veux? Ma lime. J'arrive pas à ramasser. Pas du tout. Mais c'est vachement bien le christianisme. Christianisme. On va pas garder cette prise. Hein.